Face à la crise migratoire, la France manque cruellement de moyens. L'ancien directeur de la police aux frontières tire la sonnette d'alarme dans une note de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Pas assez d'effectifs et de matériel, manque de coopération entre les différents services. Fernand Gontier pointe du doigt de nombreuses défaillances. Et ce matin, pour en parler, nous sommes avec Nicolas Pouvremonti, qui est justement le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui publie cette note. Merci d'être avec nous, Nicolas Pouvremonti. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi la police aux frontières manque d'efficacité aujourd'hui. On va tout reprendre dans l'ordre. Le premier point concerne les effectifs et les moyens techniques. Absolument. Face à la pression de l'immigration irrégulière qui se fait de plus en plus pressante ces dernières années, il est clair que, pour reprendre l'expression de Fernand Gontier dans la note que vous citez, la situation de nos moyens de contrôle est très dégradée. Elle l'est à au moins 3 titres. D'abord, effectivement, au titre des effectifs. Dans son rapport publié en début d'année, la Cour des comptes nous expliquait que lorsque ces magistrats s'étaient déplacés à la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie, il y avait en tout et pour tout 60 agents, dont 20 policiers, pour contrôler 117 km de frontières. On sait qu'il y a beaucoup de traversées d'immigrés clandestins, à Menton, dans la vallée de la Roya, etc. Une situation très dégradée sur le plan de la procédure également. On met des bâtons dans les roues de la police aux frontières et également des douanes, car sur certains points de passage frontaliers, ce sont les douanes qui font ce genre de contrôle. Je pense à la décision du Conseil d'État qui a été rendue en février et qui a fortement limité ce qu'on appelle le dispositif de refus d'entrée aux frontières françaises, qui permettait de manière très simple de dire à quelqu'un qui est en situation irrégulière dans l'espace Schengen « non, vous ne rentrez pas en France ». On a rajouté tout un tas de leviers de complexité sur cette procédure qui marchait plutôt bien. Et enfin, troisième degré de dégradation, la qualité des contrôles. D'abord, par le recrutement d'agents contractuels formés en 15 jours, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui enfin n'ont ni les compétences ni l'autorité de policiers aux frontières, par exemple pour réaliser des contrôles aux aéroports. Et puis aussi, qualité dégradée, parce qu'aujourd'hui, on empêche la police aux frontières d'utiliser tous les moyens techniques à sa disposition qui permettraient un contrôle efficace. On le sait, le Conseil d'État a fortement limité l'usage des drones pour les contrôles frontaliers. On pourrait recourir demain à l'intelligence artificielle, on pourrait recourir à tout un tas de détecteurs de mouvements suspects dans des zones de rivières, etc. Donc aujourd'hui, toutes les entraves qui sont mises à la police aux frontières nuisent très gravement à l'efficacité de son travail. Il y a aussi un manque de coopération entre les différents services et même avec Frontex. Absolument. On a aujourd'hui un paysage du contrôle aux frontières en France qui est très dégradé. J'évoque la police aux frontières car c'est l'autorité de référence en la matière, mais ça n'est pas le chef de file. Il y a plusieurs services qui jouent un rôle là-dedans. J'évoquais les douanes qui, au niveau national, jouent un rôle dans le contrôle des marchandises, mais qui, sur les points de passage frontaliers à faible trafic, jouent aussi un rôle de lutte contre l'immigration clandestine. On pourrait évoquer la DCIS, qui est une direction de coopération avec les pays de départ qui envoient des agents dans les aéroports pour essayer d'identifier les situations à risque d'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu de coordination, ou plutôt de manque de coordination à ce stade de ces services. C'est pour ça que Fernand Gontier, dans cette note, suggère l'idée de la création d'un haut commandement aux frontières intégré à vocation interministérielle, avec un chef de file clair et une autorité politique claire qui doit correspondre à la priorité politique mise sur ce sujet. Et vous me disiez, il y a aussi des obstacles juridiques à l'exercice de leur mission. Vous avez d'autres exemples concrets des difficultés finalement que rencontre quotidiennement cette police aux frontières ? Bien sûr. Alors, en fait, la police aux frontières aujourd'hui, au-delà de la question des moyens opérationnels et de coordination que j'évoquais à l'instant, elle évolue dans un cadre juridique qui est globalement très contraint. Ça tient d'abord et avant tout à l'état actuel du droit européen, notamment l'état du droit de Schengen, qui fait que la libre circulation dans la zone Schengen vaut non seulement pour les citoyens européens, mais aussi pour les ressortissants extra-européens. C'est-à-dire que le droit de Schengen interdit par principe tout contrôle aux frontières dites intérieures. Donc les frontières intérieures, c'est entre différents États membres, quelle que soit la nationalité. C'est une situation qui est suspendue à titre provisoire depuis 2015, d'où le fait que la PAF peut refaire des contrôles en Italie, par exemple, mais enfin c'est un provisoire qui dure. Mais l'une des difficultés, c'est que même dans le caractère provisoire de ces mesures-là, la PAF est très contrainte. J'évoquais la décision de février du Conseil d'État. Aujourd'hui, au lieu de simplement dire à un clandestin qui passe à la frontière franco-italienne « non, vous ne pouvez pas être là, on vous remet dans une camionnette et on vous ramène en Italie », on est obligé de prendre sa demande, on est obligé de l'emmener dans un centre, prendre sa déclaration,
de le placer en rétention, potentiellement ensuite de le libérer. Donc en fait, au lieu d'avoir des agents de la police aux frontières qui font ce qu'ils sont censés faire au premier chef, c'est-à-dire empêcher les franchissements irréguliers des frontières françaises, on leur fait faire de la paperasse, de la logistique, du gardiennage, si je puis dire. Et ça correspond très précisément à ce que Fernand Gontier évoque quand il qualifie nos frontières intérieures, donc avec d'autres pays de l'Union européenne, de frontières molles, c'est-à-dire que c'est des frontières qui n'en sont plus vraiment et où les moyens d'action normaux et légitimes du contrôle aux frontières sont aujourd'hui complètement entravés. Et le pacte asile et immigration qui était voté au niveau européen n'a apporté aucune piste d'amélioration de la situation ? Sur ce sujet, il n'en apporte pas. Là où il apporte des pistes intéressantes, c'est notamment sur la situation aux frontières extérieures, c'est-à-dire celles qui séparent l'Union européenne de pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union européenne, sur les modalités de traitement des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union, sur un certain nombre de coopérations renforcées. Mais enfin, ce pacte asile et migration, il ne résout rien de la situation à nos frontières intérieures, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, par exemple. Il emporte aussi une logique qui consiste à considérer que, finalement, tout ce que peut faire l'Union européenne, c'est gérer tant bien que mal l'augmentation de l'immigration et notamment des demandes d'asile qui sont un pourvoyeur d'immigration clandestine. Or, voilà, il y a une question majeure qui se pose aujourd'hui. Le nombre de demandes d'asile dans l'Union, il a été multiplié par 3 en 10 ans. C'est ce prémisse-là qu'il faudrait réinterroger, plutôt que de considérer que le rôle de l'Union européenne consiste finalement à faire en sorte que ça se passe le moins mal possible dans une situation qui est vouée à poser des problèmes politiques et sociaux majeurs. Merci beaucoup Nicolas Pouvreau-Monti. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci pour votre explication dans ce journal.